Bienvenue pour ce quatrième épisode de l'année 2026 de nos 45 minutes, qui est consacré aujourd'hui au binôme médico-soignant. Pour en parler aujourd'hui, donc autour de la table, donc il y a Solène, Bonjour à tous. Hélène Bonjour. et moi-même. Donc ce que l'on vous a prévu pour ce 45 minutes, quatre éléments dans notre sommaire. La place et le rôle du binôme médico-soignant dans la dynamique qualité et sécurité des soins. Un petit point un peu plus spécifique sur le binôme médico-soignant et la certification de la Haute Autorité de Santé. On fera également avec vous des points de repère pour déployer son leadership en qualité et sécurité des soins, et puis également les ressources de Qualité Santé que vous pourrez mobiliser par rapport à ce thème du jour, le binôme médico-soignant. Et je vais passer la parole à Solène, pardon, pour la place et le rôle du binôme médico-soignant. En effet, donc pour démarrer, on va aborder le sujet de la place et du rôle de ce binôme. Mais avant toute chose, on a trouvé important de clarifier, mais qui est ce binôme et de se rappeler que quel que soit le lieu et l'exercice, donc aussi bien dans le privé, le public, l'associatif, mais aussi quelle que soit la taille pardon, de vos structures, donc CHU, clinique monoactivité, etc. Il est attendu en fait un leadership médico-soignant. Et ce leadership médico-soignant, il peut être incarné par exemple, qui est-il? Ce binôme, soit par un médecin chef de service et un cadre responsable de service. Ça peut également être un médecin référent, désigné par exemple par la CME s'il n'y a pas de chefferie de service, et un responsable d'unité de soins. Ou bien dans des petites structures, directement le président de CME et un responsable d'unité de soins, voilà, etc. Voici qui peuvent être en fait, qui peut constituer ce binôme médico-soignant. Ce qu'il est important en fait de retenir, en tout cas pour constituer ce binôme, c'est qu'il faut avoir une composante médicale et soignante enfin, c'est indispensable d'avoir cette composante-là. Il n'y a pas nécessairement une position hiérarchique, même si c'est idéal pour donner du sens au projet d'équipe. Avant tout, en fait, ce qu'il est important d'avoir, c'est un leadership auprès du collectif de travail sur les questions de qualité des soins et de sécurité des patients, et donc vraiment une légitimité reconnue auprès des équipes. Il faut que ce binôme soit en capacité de mobiliser du temps pour accompagner la réflexion des équipes, de ritualiser des temps d'échange, d'être en proximité, d'avoir une connaissance des pratiques et problématiques et donc de pouvoir voilà, agir en proximité. Un autre point également important, et que ce binôme soit reconnu par la gouvernance, aussi bien administrative, médicale et paramédicale, pour faciliter la remontée d'informations. Donc voilà, c'est vraiment cette articulation avec l'encadrement de proximité. C'est vraiment des éléments importants pour pouvoir définir ce binôme médico-soignant dans vos établissements. Ces binômes, parce qu'il y en aura probablement plusieurs. Donc maintenant, si on va regarder la place et le rôle dans la dynamique qualité et sécurité des soins, eh bien, en fait, le rôle de cet encadrement, de ce binôme médico-soignant dans le dispositif qualité et sécurité des soins, eh bien, il est vraiment complémentaire de celui du management de haut niveau et puis du coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins, puisqu'en fait, cette gouvernance, elle va définir les orientations stratégiques, dont celles en matière de qualité et de sécurité qualité des soins et sécurité des patients, excusez-moi. Ce binôme médico-soignant, lui, sa mission, ça va être de traduire de façon opérationnelle ces orientations et de les déployer auprès des professionnels qui l'encadrent. Donc vraiment, il est à l'interface entre stratégie et pratique de soins. Cet encadrement médico-soignant, il va incarner et impulser la dynamique qualité et sécurité des soins auprès de son équipe, parce qu'en fait, il va agir comme facilitateur et traducteur. Donc, on a vu, hein, il traduit de façon opérationnelle les grandes orientations. Il va donner du sens, en fait, aux priorités institutionnelles. Il va mobiliser les équipes autour d'objectifs concrets.
Et il va organiser tout ce qui est analyse des résultats en équipe et la remontée d'informations issues du terrain. Donc vraiment, il y a cette interface entre les équipes et la gouvernance. Et donc son action, vraiment, ça conditionne le sens de la démarche et la cohérence entre le discours stratégique et les pratiques quotidiennes. Et donc maintenant, on va se cibler, on va zoomer avec Antoine sur le binôme médico-soignant et la certification HAS. Merci Solène pour ces propos sur un peu général sur qui peut être ce binôme et puis quelle est leur place et rôle dans la dynamique qualité et sécurité des soins. Et donc effectivement, ce binôme a une place importante en visite de certification puisque il y a un audit système où l'expert visiteur va rencontrer spécifiquement des professionnels médicaux et paramédicaux qui sont en charge d'encadrer ou de piloter des équipes. Donc, techniquement, comment ça se passe? Donc, l'entretien dure à peu près 45 minutes et autour de la table, c'est des médecins et des cadres ou des responsables d'unité qui sont en position de management. Et l'une des principales, enfin l'un des principaux objectifs de cette rencontre avec l'encadrement médical et puis paramédical, donc jour et nuit, il faut bien tenir compte de ce double paramètre, c'est notamment l'occasion d'évaluer leur implication dans la démarche d'amélioration de la qualité et la sécurité des soins. Donc, si on va dans le détail sur le contenu de cet audit système, on vous a mis un petit peu en parallèle de ce qu'a pu dire Solène sur les rôles et la place de ce binôme dans la démarche, dans la dynamique qualité et sécurité des soins, on a recensé un peu, de manière non exhaustive, quelles pourraient être les missions de ce fameux binôme. Donc l'une des premières missions, bah, c'est d'informer son équipe, notamment sur toutes les thématiques en lien avec la démarche qualité des soins et sécurité des patients. Il a aussi un rôle de faciliter la participation de son équipe à la fois à la vie du service, mais aussi aux différents projets institutionnels de l'établissement. Le binôme a aussi la charge, justement pour informer son équipe, mais d'organiser des espaces d'échange, sur le travail. Il est là aussi pour, prendre les remontées des équipes, donc recueillir, les différentes demandes, de son équipe. Il accompagne aussi les équipes dans leurs projets professionnels. Il est le relais, des services supports, que ce soit la logistique ou les ressources humaines, et cetera. Donc on a avec Solène, on n'a pas fait une liste exhaustive et en fait, ce binôme, c'est un peu un facilitateur entre les différents, services de l'établissement, entre sa propre hiérarchie et puis également l'équipe, qu'il a managée. Donc si on revient un petit peu dans le détail sur l'audit système, encadrement, réalisé par, l'expert visiteur, pendant la visite, donc il y a, 9 éléments d'évaluation, qui sont justement évalués, et qui sont, rassemblés autour de 5 critères. Donc on vous a mis, la liste de ces éléments d'évaluation, spécifiquement pour l'encadrement, et puis avec Solène, on trouvait intéressant, de mettre également, les éléments d'évaluation qui concernent les professionnels, puisqu'il y a un certain effet miroir entre les éléments d'évaluation qui sont attendus par l'encadrement et puis en miroir, les éléments d'évaluation, qui sont attendus par les professionnels et le rôle justement de l'encadrement dans l'accompagnement des professionnels. Donc si on prend le 1er critère, et le premier élément d'évaluation, donc l'encadrement médical et paramédical connaît les principales actions du PACS qui le concernent pour les décliner en actions concrètes dans son secteur. Donc effectivement, c'est un élément d'évaluation qui concerne précisément l'encadrement et puis ce que la HAS attend vis-à-vis des principales actions du PACS. Et en miroir, on a mis également ce qui est attendu auprès des professionnels, c'est-à-dire que les professionnels connaissent les actions du PACS qui les concernent. Et l'un des moyens pour que les professionnels connaissent les actions du PACS, il faut que l'encadrement informe justement les professionnels de son équipe sur les actions du PACS
l'impact qui le concerne et comment ces équipes peuvent s'intégrer, soit dans la définition des actions ou soit, dans, piloter, une action, du PAX, qui concerne le service. Sur le deuxième critère, l'encadrement médical et paramédical connaît les résultats de l'évaluation de la culture qualité et sécurité des soins et met en place des actions d'amélioration adaptées, à son secteur. Et donc en miroir de ça, pour les professionnels, eh beh, l'encadrement, facilite, la participation à des activités qui sont dédiées à la qualité des soins et la sécurité des patients, que ce soit d'un point de vue institutionnel ou d'un point de vue, du service. Et puis également, dans cette même thématique sur culture qualité et sécurité des soins, l'encadrement, il est là aussi pour informer sur le dispositif des vigilances sanitaires, notamment pour que chaque professionnel puisse, connaître à la fois, les alertes ascendantes et puis les alertes, descendantes. Sur le troisième critère, qui concerne l'audit système, donc l'encadrement médical et paramédical dispose d'un bilan des formations continues suivies dans leurs équipes et puis également l'encadrement médical et paramédical mène des entretiens annuels. Et en miroir de ça, d'un point de vue professionnel, bah, l'encadrement, il recueille les demandes de formation et accompagne les équipes dans le choix de celles-ci en fonction, des projets institutionnels et puis également des projets du service ou du pôle. L'encadrement propose, des programmes collectifs, que ce soit des programmes de simulation, des programmes d'évaluation des pratiques professionnelles pour améliorer, la prise en charge, des patients qui sont accueillis dans le service. Et puis également l'encadrement, il facilite le lien avec le service des ressources humaines, notamment, quand les professionnels, émettent des souhaits de formation ou de développement, de compétences, particulières ou faire un bilan de compétences. Sur le quatrième critère, alors celui-ci concerne uniquement, l'encadrement, donc il n'y a pas, en effet miroir, des éléments d'évaluation pour les professionnels. Donc là, c'est uniquement pour l'encadrement. Donc avec l'expert visiteur, il y a une discussion autour de la charte managériale de l'établissement. Également, s'il y a des formations qui sont spécifiques, pour l'encadrement médical et paramédical pour justement, les aider dans cette mission, d'encadrement de professionnels de terrain. Également, il y a des ateliers de soutien, de co-développement, de coaching, de tutorat, notamment pour l'encadrement faisant fonction. Et puis également, l'expert visiteur va, s'intéresser à tout ce qui concerne, la prévention et la gestion des faits de discrimination, d'harcèlement, de VSS, et puis également comment, les conflits pardon, peuvent être, traités, soit en interne ou soit, par le biais de médiateurs, externes au service. Et le cinquième élément, enfin le cinquième critère, qui est concerné par l'audit système, c'est, les actions de prévention des risques pro, donc à la fois physiques et psychosociaux, identifiés dans le document unique, sont mises en œuvre, notamment avec le service de santé au travail. Donc là, c'est, comment, l'encadrement met en œuvre les actions, qui sont prévues dans le DURP et en action miroir pour les professionnels, bah, l'encadrement, il promeut la vaccination en lien avec la médecine préventive et puis il peut faciliter la vaccination dans le service. L'encadrement s'appuie sur le DUERP, et est attentif également au retour des équipes et puis l'encadrement est relais des dispositifs internes proposés par le service RH. Dans ces, heu dans ces 5 critères, effectivement, on a fait le choix de vous présenter, bah, effectivement, les critères qui sont vraiment évalués par les experts visiteurs pendant l'audit système, mais on trouvait quand même intéressant pour accompagner, l'encadrement parce qu'il se pose, quand même souvent des questions, beh, quelles sont mes missions en tant qu'encadrant d'une équipe, médicale, paramédicale? Et beh, on a trouvé intéressant de prendre également, en effet miroir, les éléments d'évaluation qui concernent spécifiquement les professionnels, donc où ils seront évalués pendant, la visite, mais en dehors de l'encadrement, justement pour accompagner, l'équipe d'encadrement à, beh, comment je peux, heu, manager mon équipe avec différentes thématiques et c'est ce qu'on a trouvé intéressant de vous partager avec, Solène. Donc
Pour cela, l'HAS propose également des ressources qui sont mises à disposition, notamment au travers de 2 fiches pédagogiques. Et ces fiches pédagogiques, en fait, traduisent, les éléments d'évaluation, sous forme de, questions. Donc, il y a quelques questions, qui sont proposées dans la fiche pédagogique, sur l'évaluation du management par la qualité et les risques, qui date de 2025, avec, 4 types de questions qui sont posées à l'encadrement médico-soignant, mais vous pouvez en certification à blanc compléter ces questions, notamment avec les questions qu'on a soulignées en verte dans les tableaux précédents. Donc ça, c'est la première fiche pédagogique. Et puis la deuxième fiche pédagogique qui permet d'accompagner l'encadrement médico-soignant à se questionner avant la visite de certification. Donc c'est la fiche pédagogique de janvier 2026 sur l'évaluation de la maîtrise des ressources et des compétences professionnelles. Et donc là aussi avec quelques questions types qui sont posées, mais que vous pouvez facilement compléter avec vos collègues cadres pour faire un peu des audits croisés. Un point de vigilance sur les fiches pédagogiques, l'HAS les met régulièrement à jour. Donc, si vous en avez besoin, plutôt que les télécharger sur votre ordinateur, on vous conseille plutôt d'aller sur le site de l'HAS le jour J où vous en avez besoin pour récupérer les dernières versions des fiches pédagogiques, notamment celle d'avant d'évaluer et l'évaluation du management par la qualité et les risques qui date de septembre 2025. Donc, il se peut que dans les quelques semaines ou les mois à venir, la HAS la met à jour et n'informe pas forcément les établissements. Donc, allez plutôt directement sur le site de la HAS quand vous avez besoin d'une fiche pédago. Donc voilà un peu comment va se passer l'audit système encadrement par l'expert visiteur. Donc là, c'est vraiment un point spécifique certification. Et là maintenant, avec Solène, on va plutôt avoir une vision globale en dehors de la visite de certification. Quels sont les points de repère pour déployer son leadership en qualité et sécurité des soins? Alors, pour vous présenter ces points de repère, donc, vous peut-être en avez-vous l'habitude à Qualiral Santé. Voilà, on aime bien vous présenter les choses suivant les 4 dimensions fondamentales décrites par Shortel hein, en qualité et en sécurité des soins, qui sont les dimensions stratégiques, structurelles, techniques et culturelles. Et donc, ces points de repère qu'on va voir tout de suite après, vous verrez, on les a traduits sous forme de questions à se poser pour faire un état des lieux et derrière se dire comment je peux agir et comment prioriser mon action quand je suis un membre de ce binôme médico-soignant. Ce qu'il est important de se dire, hein, c'est que chaque dimension, elle peut être mobilisée bien sûr individuellement, mais que vraiment chaque dimension sont interdépendantes. Et donc, elle nécessite d'être toutes investiguées avec le même niveau d'engagement pour vraiment avoir une réussite de son management par la qualité, et donc bien déployer son leadership en qualité et en sécurité des soins. Donc, je vais laisser la parole à Antoine pour reprendre du coup chaque point de repère suivant les différentes dimensions. Donc effectivement, donc comme le disait Solène, donc il y a le modèle de Chantal avec ses 4 dimensions et on va passer en revue les 4 dimensions. Donc la première dimension qui est la dimension stratégique, c'est-à-dire donner le cap. Et donc effectivement, on a élaboré des questions pour que vous puissiez vous auto-questionner par rapport à cette dimension stratégique et le rôle du binôme médico-soignant dans la démarche qualité des soins et sécurité des patients. Et l'une des questions que le binôme peut se poser, c'est avez-vous dans votre service, dans votre pôle, dans votre unité fonctionnelle, des priorités en matière de qualité et sécurité des soins? Quelles sont-elles? Comment ont-elles été construites? Est-ce que l'équipe justement a participé à ces temps de réflexion? Et puis, ce qui est important, c'est que ces priorités doivent être déclinées et alignées avec le projet d'établissement qui lui donne vraiment un cap stratégique institutionnel sur les priorités de l'établissement. Et comment, à partir de ces priorités, vous faites vos propres priorités au niveau de votre service de pôle et comment vous les animez par la suite. Mais ça, on verra le côté animation dans les autres dimensions de Shortel. Également, est-ce que vos priorités et objectifs sont lisibles dans votre projet de service?
voilà, donc également en adéquation avec le projet d'établissement. Et puis également les objectifs que vous donnez au sein du binôme, d'encadrement, est-ce qu'elles sont en adéquation avec, les objectifs, de la politique qualité de l'établissement? Et puis ce qui est important, c'est est-ce qu'il y a des déclinaisons opérationnelles des actions pour justement, à terme puisse être intégré le plan global de l'établissement? Ce qui est important dans cette dimension stratégique, c'est que, bien évidemment, il est important, d'associer, les professionnels pour, élaborer les priorités qui sont propres au service, mais il est également important de pouvoir associer, les représentants d'usagers, les associations partenaires qui sont présentes dans l'établissement et puis également, si votre établissement a la chance d'avoir des patients partenaires, pouvoir, les, associer eux-mêmes et puis les patients également à la définition de ces objectifs. Comment vous engagez les professionnels dans ce collectif, autour de vos objectifs. Et puis enfin, ce qui est important dans cette dynamique, mais c'est pas propre uniquement à la dimension stratégique, c'est, comment cette démarche, fait l'objet d'une communication claire auprès des parties prenantes, c'est-à-dire les patients, les RU, les patients partenaires et puis, tous les intervenants, dans le parcours de soins, qui sont là dans la prise en charge, du patient. Donc là, on était sur donner le cap avec la dimension, stratégique. Sur la deuxième dimension, structurelle, on est plutôt là sur, comment on va s'organiser pour pérenniser la démarche. Donc effectivement, comment on va s'organiser autour de la démarche qualité et gestion des risques au niveau des services par le biais d'espaces d'échange, qui sont dédiés à la qualité et à la sécurité des soins. Donc dans un service, il y a beaucoup d'espaces d'échange, qui sont liés à la clinique, qui sont liés au parcours, à la prise en charge. Mais là, c'est vraiment des espaces d'échange qui sont dédiés à la qualité et à la sécurité des soins, justement pour échanger autour de ces thématiques. Et ce qui est important, c'est est-ce qu'il y a une charte, qui permet de formaliser tout ça? Comme on le disait, avec Solène, le binôme, est-ce qu'il est bien identifié en tant que facilitateur de la démarche et non pas comme responsable hiérarchique de tout ce monde-là, mais vraiment en facilitateur de la démarche? Et puis, est-ce que le plan d'action est en cohérence avec, les projets de service et surtout la stratégie institutionnelle? Et qui dit plan d'action, dit pilote, indicateur de suivi, comment il est connu, et cetera. Et puis comme, je vous le disais, un point important, comment la commission des usagers et plus largement les patients et les proches sont associés. Et puis, ce qui est pas spécifique à cette dimension, on a également tout le côté, communication, comment on communique au-delà de son service et au-delà de l'établissement. Sur la troisième dimension, on est sur, la dimension technique et comment s'outiller, pour améliorer. Donc, est-ce qu'il y a une gestion documentaire, institutionnelle et quelle est la marge de manœuvre pour que l'encadrement, puisse, gérer sa propre documentation au sein de son service? Comment sont déclarés, analysés, suivis, les événements indésirables? Pareil, le circuit des plaintes, réclamations, et le recueil de la satisfaction. Et puis enfin, est-ce que le binôme a mis en place des démarches d'évaluation des pratiques professionnelles et des indicateurs de pratiques, cliniques? Et enfin, la dernière dimension, qui est la dimension structurelle, c'est, comment ancrer la démarche, dans les pratiques. Et là, on est vraiment sur le côté, comment sensibilisez-vous, les professionnels sur les attendus et sur les pratiques recommandées? Comment engagez-vous les professionnels, autour des objectifs qui ont été validés, au sein du service? Comment, la promotion de la culture, de l'apprentissage par erreur est-elle faite? Également, quels sont les circuits pour faciliter l'alerte et le repérage des situations analysées? Et puis également, comment, sont mis en place ces espaces d'échange pour analyser les pratiques et organiser en équipe pluriprofessionnelle et puis en transversal sur les 4 dimensions, on a également, la communication, auprès, des professionnels et des usagers et comment on les associe à cette, 4e, dimension. Donc voilà un petit peu, les 4 dimensions qui sont, indissociables les unes des autres. Donc il faut mener de front, les 4 dimensions et puis Solène va vous présenter, 2 outils pour justement, vous accompagner et accompagner les équipes. Merci Antoine. Oui, en effet, et avant de... Donc, un premier outil, là, on vous a
comment dire, on vous a présenté les points de repère sous forme de questionnement. Et dans le kit fiche méthode déployer la dynamique qualité et sécurité des soins qui a été publié en début d'année, vous avez une fiche auto-positionnement en fait qui va reprendre l'ensemble de ces questionnements et donc qui peut être un outil pour ce binôme médico-soignant formuler sous forme de questions par dimension, où on peut se positionner sur une échelle de 0 à 9, se dire bah, où est-ce que j'en suis dans la définition de mes priorités, est-ce que j'ai un projet de service, etc., en reprenant toutes les questions qu'on vient de vous partager. Et donc voilà, ça permet vraiment de faire le point, de dire où est-ce que j'en suis et de définir des grandes priorités d'action bah, pour pouvoir avancer dans le déploiement de cette dynamique qualité auprès des équipes. Et on peut réaliser en fait cet auto-positionnement à plusieurs temps. Donc on peut très bien se dire, bah voilà, on fait une première fois, et puis 4 mois, 5 mois après, on refait une mesure entre guillemets. Et ça permet de voir son évolution, vu qu'on a défini aussi des grandes priorités, donc des actions derrière à mettre en œuvre, et bien de voir où on en est dans notre plan d'action et de voir les évolutions. En construisant, voilà, on a proposé de concevoir sous forme de radar pour se dire où est-ce qu'on en est. Donc, vous avez une version papier en fait qui est mise à disposition donc dans cette fiche autopositionnement associée aux fiches méthodes sur déployer la dynamique qualité et sécurité des soins au cœur des équipes. Mais pour cet auto-positionnement, on a aussi une version dématérialisée sur notre plateforme Iforap à laquelle vous pouvez demander un accès pour pouvoir faire ça de façon dématérialisée. Un autre outil, on peut dire, en tout cas une autre pratique qui nous semblait intéressante de cibler bah, justement pour pouvoir déployer le leadership en qualité et en sécurité des soins, c'est ce qu'on appelle le management visuel. Donc, le management visuel, c'est une pratique qui est issue du lean management. Et donc, c'est une méthode de management qui met l'accent sur la visualisation des informations clés pour en favoriser la compréhension et fluidifier la communication au sein d'une équipe. Donc vraiment, on va être sur la remontée d'infos depuis le terrain vers l'encadrement et puis bah, cet échange ascendant-descendant. Et donc ça nous a semblé intéressant parce que ça peut être en fait une méthode, une pratique qui va permettre d'animer le collectif. Puisqu'on l'a vu là dans les points de repère, on a pas mal insisté sur bah, ces espaces d'échange, ces temps d'échange autour de la qualité et de la sécurité des soins avec les équipes. Voilà, le management visuel, ça peut vraiment permettre d'être en support de ces espaces d'échange et donc de déployer cette pratique-là et que le binôme médico-soignant en soit bah, les facilitateurs et les animateurs. Donc en fait, cette démarche, elle est particulièrement utile pour améliorer la communication au sein d'une équipe, suivre les projets, résoudre des problèmes et prendre des décisions. Donc, d'un point de vue concret, en fait, ça va se matérialiser. On vous a mis une petite image là d'un exemple. Donc, ça peut être très bien, hein. Par exemple, le plus souvent, ce qu'on peut voir, c'est un tableau blanc, hein, Velleda. Et en fait, on va co-construire avec l'équipe les rubriques. Donc, en fait, c'est se dire quelles informations clés on veut se partager au sein de l'équipe et qui soient utiles pour la vie de l'équipe et pour le travail en équipe. Donc c'est vraiment quelque chose, des rubriques qu'on va co-construire. Donc ça peut être de bah, se dire où est-ce que, quelles sont nos victoires, nos succès, de faire un point sur les projets, quelles sont les difficultés qu'on a rencontrées. Euh, un point sur bah, les idées de choses à mettre en place pour améliorer l'organisation, de nouveaux projets à réaliser. Vous pouvez aussi avoir une rubrique suivi d'indicateurs, hein, parce qu'au sein des équipes, voilà, il peut y avoir on suit des indicateurs, mais aussi des indicateurs de pratique. Donc voilà, c'est vraiment des rubriques à co-construire et sur ce tableau qui vont être alimentées par les membres de l'équipe, pas uniquement par le binôme médico-soignant. Et en fait, ce qui est important, c'est voilà, de pouvoir animer et faciliter des temps d'échange associés à donc l'existence de ce tableau où bah, l'équipe se réunit autour et va pouvoir bah, concrètement voilà, se partager les informations clés et utiles pour les membres de l'équipe de façon simultanée avec toute l'équipe et en toute transparence. Ça permet vraiment aussi d'avoir cette transparence de l'information.
et que l'équipe puisse faire remonter des informations à son encadrement de proximité et inversement. Donc là, l'exemple qu'on vous a mis, il est issu en fait d'un des 45 minutes qu'il y avait eu sur le management visuel. Donc c'est le tableau de management visuel, voilà, du service ambulatoire du CHLVO qui était venu présenter sa démarche, comment ils avaient mis en œuvre et comment ils s'en servaient au sein de l'équipe. C'est une ressource que vous pouvez visionner si vous êtes intéressé. Donc on l'a vu, on parle beaucoup donc voilà comment animer ces espaces d'échange et donc comment favoriser et faciliter cette remontée d'informations. Et puis bah de voilà de pouvoir parler sur la qualité et la sécurité des soins. Et un autre focus qu'on souhaitait faire, c'était sur la facilitation. Parce que vraiment, ça va pouvoir, en fait, la facilitation, c'est une posture qui peut être adoptée pour favoriser les échanges et la prise de parole en équipe, et donc animer un collectif de travail lors des espaces d'échange autour de la qualité et de la sécurité des soins. Donc, au-delà d'être une posture, ça va être aussi un processus qui favorise bah, l'identification et la résolution de problèmes, la prise de décision ou pour une meilleure performance d'équipe, en fait. Parce que l'intérêt, c'est de pouvoir offrir un cadre sécurisant pour que les professionnels puissent s'exprimer et oser dire et qu'on puisse parler du travail, mais en étant constructif donc dans une démarche d'amélioration continue, bien sûr, et puis voilà, qu'on puisse oser prendre la parole et que ça se fasse de façon constructive. Donc, ce qui est important de mettre en place quand on a cette démarche de facilitation, quand on facilite des espaces où on parle sur le travail, des espaces d'échange, c'est de poser un cadre en fait qui est porté par des valeurs, donc comme la confidentialité, la neutralité, hein, à essayer d'être le moins jugeant possible, d'être à l'écoute, de permettre aux membres du groupe de s'exprimer en toute sécurité, donc d'oser dire, pour pouvoir s'alerter. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Et puis, bah, la facilitation, en fait, ça nécessite aussi de mobiliser des techniques comme le questionnement. Donc, le questionnement, la reformulation et puis bah, la recherche de consensus parce que le but, c'est de pouvoir euh, identifier des solutions qui servent à l'équipe et donc mettre en œuvre bah, des solutions aux problématiques qu'on rencontre, mais que ça puisse vraiment être issu des discussions et que ça puisse venir de l'équipe elle-même. Donc, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que, on l'a vu, quand votre binôme médico-soignant, souvent, il va peut-être avoir un lien hiérarchique avec cette équipe, même si c'est pas forcément toujours le cas. Mais quand on est dans la facilitation de ces espaces d'échange, on n'a pas, enfin, comment dire, pour favoriser la prise de parole de chacun. Voilà, il y a cette dimension où il faut savoir naviguer entre une posture hiérarchique et une posture de facilitation qui, elle, est plus horizontale. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir ça en tête et de se dire, bah voilà, comment moi j'appréhende cette chose-là. Et donc pour pouvoir se questionner en fait sur cette posture de facilitation, est-ce que c'est quelque chose que bah, vos binômes avec lesquels ils sont à l'aise. On va revoir là dans les ressources tout de suite après. On a réalisé une fiche sur la facilitation où il y a aussi un questionnement pour se permettre de s'auto-positionner, de se dire bah, où est-ce que j'en suis, moi, est-ce que c'est quelque chose qui me semble facile à appliquer. Eh bien justement, donc je vais poursuivre sur les ressources qui peuvent être intéressantes de mobiliser voilà, auprès de vos binômes pour pouvoir bah, les accompagner. Donc en termes de ressources, donc pour donner le cap et accompagner l'encadrement médical et paramédical, donc on a un parcours qu'on a appelé déployer une dynamique qualité et sécurité des soins au cœur des équipes, qui a commencé pour cette année 2026. Donc on accompagne environ 10 binômes médico-soignants bah, pour justement déployer la dynamique qualité et sécurité des soins au cœur des équipes. Donc on va se suivre sur toute une année pour avancer sur ce sujet-là par différentes modalités. On se fasse rencontrer en visio, on s'est rencontrés en atelier, en présentiel.
On a également nos fiches méthodes, déployer la dynamique qualité et sécurité des soins au cœur des équipes, dont je vous ai parlé, on vous a parlé précédemment, et puis qui reprend les questionnements qu'Antoine a abordés avec vous. Et puis la troisième partie du guide EasyLead qui va paraître. Donc le guide EasyLead, il est constitué de trois parties. Une première pour développer son leadership en qualité et sécurité des soins. Donc la première partie était destinée plus au top management. Une deuxième partie pour comment accompagner, enfin la mission du coordonnateur et de la gestion des risques associés aux soins. Et cette troisième partie qui va être prochainement publiée sur justement comment accompagner cet encadrement médico-soignant pour déployer son leadership en qualité et sécurité des soins. Et puis, en autre ressource, pour animer le collectif de travail, bien, cette fiche-là dont on vient de parler sur la facilitation, donc voilà, qui va repositionner de quoi on parle, de quoi il s'agit, quels sont les enjeux, et puis avec tout ce questionnement pour questionner sa posture sur la facilitation. Et puis des ressources également sur le management visuel. Donc on a également produit une fiche pratique et puis le 45 minutes qu'on a vu ensemble, donc avec l'exemple du CHLVO et de ce service ambulatoire, chirurgie ambulatoire, qui a mis en œuvre cette démarche. Donc comme un retour d'expérience intéressant. Bah, écoutez, on va repartager notre écran pour finaliser ce 45 minutes et les prochains et les thématiques des prochains 45 minutes. Donc le 21 mai, ce sera sur vos succès pour la sécurité des soins. Donc il y aura deux épisodes. Donc le premier sera le 21 mai et le deuxième le 24 septembre. Et puis on a fait le choix en 2026 que les 45 minutes aient lieu uniquement le jeudi et à 13h. Parce que les années précédentes, il y avait plusieurs jours de la semaine qui étaient concernés à des horaires différents. Donc pour une certaine régularité, c'est le jeudi à 13h. Pour rester en contact, il y a plusieurs dispositifs à votre qui sont prévus. Donc il y a notre site internet, notre chaîne YouTube où il y a tous les replays des différents webinaires et séminaires que l'on peut faire. Notre profil LinkedIn où on communique pas mal sur l'activité de Calerel Santé et les ressources qui sont disponibles et mobilisables en région. Notre plateforme collaborative Talkspirit et notamment l'espace communauté de pratique des établissements de santé. Et puis également, on a notre newsletter qui est diffusée tous les 2 mois. Donc n'hésitez pas non plus à vous abonner pour recevoir les dernières informations et puis également le calendrier de nos activités. Sur 2026, on fait également des rencontres en présentiel et notamment pour la première fois une rencontre régionale qui aura lieu le 19 novembre à Saint-Herblain, donc première journée régionale qualité des soins et sécurité des patients des Pays de la Loire, donc culture qualité et sécurité des soins, un engagement au cœur des pratiques. Et puis également, on fait cette année, nouveauté également, des rencontres départementales. Comme on vous le disait, donc le prochain 45 minutes aura lieu le 21 mai à 13h et ça sera sur vos succès pour la sécurité des soins. Voilà, ben on vous souhaite une bonne fin de journée et puis on vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.